J'ai voté contre ce dossier. Promouvoir le droit de participer est évidemment un objectif noble. Cependant, ce rapport le détourne en prétexte pour prétendre que nous sommes en quelque sorte responsables de juger les élections du Sud global et d'intervenir si les résultats ne nous plaisent pas. Pour être honnête avec vous, après le dernier mois, je trouve difficile de comprendre pourquoi quiconque penserait que le reste du monde se soucierait de ce que nous pensons. Pendant des semaines, des milliards de personnes ont regardé l'Europe soutenir fermement notre ami Israël apartheid. Nous appelons Israël une démocratie, mais dans cette démocratie, 4,5 millions de Palestiniens vivent sous occupation sans aucun droit. Ils sont victimes de déshumanisation, de points de contrôle arbitraires, de violences de colons, de brutalisation par les forces de sécurité, d'un système judiciaire militaire et ils n'ont pas le droit de vote. Nous appelons cela sans sourciller la seule démocratie au Moyen-Orient. Eh bien, c'est fini. Après le spectacle que l'Europe a donné d'elle-même récemment, ne vous attendez pas à ce que le reste du monde nous prenne au sérieux de sitôt. Merci, Monsieur le Président. C'est la Journée mondiale de l'enfance, le jour où nous commémorons la signature de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, le traité sur les droits de l'homme le plus largement ratifié de tous les temps. Le monde s'est uni autour de la protection des enfants. Nous pourrions penser que nous faisons du bon travail. Mais il est grand temps que nous nous réveillions et que nous sentions le phosphore blanc pour reconnaître la chair brûlée des enfants incendiés vifs à Gaza. Nous devons nous réveiller et entendre leurs cris par-dessus les corps sans vie de leurs parents, voir leurs membres coupés, leurs yeux aveuglés, leurs lèvres desséchées et leurs estomacs affamés. Nous devrions ressentir leur terreur jour après jour, alors que les bombes pleuvent sur leurs maisons, leurs écoles, leurs hôpitaux. Cela continue, encore et encore. Et toutes les grandes nations qui ont signé ce traité pour protéger les enfants restent les bras croisés. Nous nous félicitons dans des endroits comme celui-ci, tout en ne faisant rien d'autre que permettre la continuation des actions israéliennes contre les enfants. Les peuples du monde ont vu à travers cette complicité. S'il reste ne serait-ce qu'une once de préoccupation pour les enfants, nous devons arrêter le massacre et exiger un cessez-le-feu. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. La Convention relative aux droits de l'enfant a été adoptée en ce jour de 1989 par les Nations unies. Les États-Unis ne l'ont toujours pas ratifiée. Israël aurait tué plus de 5000 enfants au cours des 6 dernières semaines avec le soutien des États-Unis et de l'UPOR. Le journaliste américain Chris Hedges se trouvait dans un studio d'Al Jazeera en train de regarder un flux en direct de la ville de Gaza lorsque Israël a attaqué l'hôpital Al-Shifa. Une attaque délibérée contre un hôpital, a-t-il dit, un crime de guerre délibéré, un massacre délibéré des civils les plus sans défense, y compris des nourrissons. Puis le flux s'est interrompu. Nous savons ce que cela signifie, a-t-il dit. Pas d'électricité, pas d'eau, pas d'Internet, pas de fourniture médicale. Chaque nourrisson dans une couveuse va mourir. Toute personne ayant besoin d'une chirurgie d'urgence va mourir. Qu'on ne s'y trompe pas. Israël, les États-Unis et l'UPOR envoient un message glacial au reste du monde. Le droit international et humanitaire, la Convention relative aux droits de l'enfant, ne sont que des bouts de papier sans signification. Ils ne s'appliquaient pas en Irak ou en Afghanistan, et ils ne s'appliquent pas à Gaza. Ils ne nous détestent pas pour nos valeurs. Peut-être nous détestent-ils parce que nous n'en avons pas. Israël attend de nous que nous croyions qu'il n'y a pas de génocide à Gaza, prétendant qu'il se protège seulement contre des terroristes et essaie de limiter les victimes. Il suggère même que les Palestiniens sont responsables de leur propre mort, malgré le fait qu'Israël contrôle chaque point d'entrée et de sortie dans le territoire densément peuplé et occupé, où la moitié de la population est constituée d'enfants. Ce sont, bien sûr, des mensonges absolus, et ce n'est pas la première fois que nous les entendons. Distorsions cyniques, accusations délirantes
et revendications burlesques sont les méthodes typiques de la propagande israélienne. Avant le conflit militaire actuel, Gaza a connu 6 autres depuis 2006. Après chaque conflit, les mensonges sont dévoilés, mais il n'y a jamais de compte-rendu. Il n'y a pas d'indignation de la part des médias. Les histoires sont simplement enterrées et oubliées jusqu'à la prochaine fois où les mensonges sont présentés à nouveau. C'est inacceptable. Les médias manquent à leur devoir envers les citoyens d'Europe et le peuple de Gaza. La propagande qui sert un génocide devrait être accueillie avec le mépris qu'elle mérite. Au lieu de cela, les médias lui font souvent écho. Nous avons un message, ça ne fonctionne pas. Nous ne donnerons pas notre consentement aux atrocités d'Israël. La vérité sur les mensonges israéliens est mise en lumière. La laide vérité sur le sionisme est révélée pour que tous puissent la voir, et un nouvel ordre mondial sera construit. Récemment, Craig McIver, un directeur au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, a démissionné parce qu'il a déclaré que la direction de l'ONU avait échoué à Gaza. Il les a accusés d'avoir honteusement courbé l'échine devant le pouvoir. Dans sa lettre de démission, il a affirmé qu'en tant qu'avocat spécialisé dans les droits de l'homme, avec plus de 3 décennies d'expérience, il était bien conscient que le concept de génocide a souvent été sujet à des abus politiques. Cependant, il a soutenu que le massacre en gros du peuple palestinien, enraciné dans une idéologie coloniale de peuplement ethno-nationaliste et poursuivant des décennies de persécutions et d'épuration systématiques basées sur leur identité arabe, ne laisse aucune place au doute ou au débat. Il a noté que des déclarations explicites d'intention de la part des dirigeants du gouvernement et de l'armée israélienne viennent étayer davantage cette affirmation. Selon McIver, à Gaza, des maisons, des hôpitaux, des écoles, des églises, des mosquées et encore plus d'hôpitaux sont attaqués de manière arbitraire, entraînant le massacre de milliers de civils. Il a décrit cela comme un cas d'école de génocide. Il a également déclaré que les États-Unis et l'UMER ne sont pas seulement complices de ce génocide. Ils fournissent à Israël les armes pour mener à bien ce qu'il a qualifié de crimes de guerre. Le monde n'oubliera jamais qu'ils ont abandonné le peuple palestinien. Cette poussée pour une UMEO plus fédéraliste avec un vote à la majorité qualifiée est un carburant pour ceux qui soutiennent que l'UMEO est une entité antidémocratique. Les Irlandais ont rejeté le traité de Lisbonne en 2008 en raison de la perte potentielle de souveraineté, des réformes néolibérales et de la menace pour la neutralité de l'Irlande. Le second référendum a vu le traité accepté à cause d'une intense campagne du « oui » qui a menacé et intimidé le peuple irlandais jusqu'à sa soumission. Ceux qui ont fait campagne pour le « non » ont été justifiés, et même plus. Nous n'aurions pas pu imaginer à quel point elle deviendrait militariste, à quel point elle deviendrait antidémocratique, où notre politique étrangère a été dictée par les États-Unis. Maintenant, nous proposons d'aller encore plus loin, de faire taire les positions minoritaires. Quand seule une petite minorité s'oppose à un génocide qui se déroule sous nos yeux à Gaza, ceux qui sont si désireux de construire une Europe militarisée font un tort incommensurable au projet européen que nous désirons. Les peuples d'Europe ne veulent pas de votre Europe militarisée. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La raison pour laquelle les hommes d'affaires utilisent des juridictions secrètes pour cacher et déplacer de l'argent fait la une des journaux, admettons-le, parce qu'il s'agit d'hommes d'affaires russes. Maintenant, je suis très heureux d'examiner les moyens par lesquels les ultra-riches cachent et protègent leur argent et les personnes qui les assistent. Cependant, j'ai une préoccupation. La haine fiévreuse de tout ce qui est russe en Europe, attisée par des manœuvres géopolitiques, a été utilisée pendant des années pour faire avancer des mesures en Europe qui seraient autrement farouchement résistées par ceux qui se considèrent progressistes. Cela est évident dans tout, des répressions sur le financement des ONG aux efforts pour criminaliser l'évasion des sanctions, ce qui rendra le travail humanitaire encore plus difficile qu'il ne l'est déjà aujourd'hui.
C'est comme la guerre contre le terrorisme, une fois de plus. À l'époque, tout était justifié si c'était dans la lutte contre le terrorisme. Maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez tant que vous combattez la Russie. Alors, je supplie mes collègues d'être indignés, certes, mais ne laissez pas cela être utilisé comme une excuse pour des politiques qui seront finalement utilisées contre la société civile, tandis que les oligarques russes, ukrainiens, européens trouveront des moyens de continuer comme avant. J'ai voté pour ce rapport parce que je crois qu'une approche améliorée de l'aide humanitaire est en effet grandement nécessaire. Nous constatons cela en particulier alors que des rapports font état de la Commission bloquant l'aide nécessaire aux organisations palestiniennes, les accablant de paperasse, même alors que la catastrophe humanitaire s'aggrave là-bas. Il est question de surveiller leurs publications sur les réseaux sociaux, insinuant qu'une critique légitime de l'Israël sioniste est la même chose que l'antisémitisme, ce qui bien sûr n'est pas le cas. Je crois aussi que nous devons nous souvenir des crises oubliées. Je veux particulièrement souligner la dévastation épouvantable vécue par le peuple d'Afghanistan 2 ans après le retrait des États-Unis. Le pays est aussi instable qu'avant. Leurs actifs bancaires sont toujours gelés et ont été saisis par l'Occident. Nous avons eu récemment un tremblement de terre où 3000 personnes sont mortes et cela n'a même pas été mentionné dans les journaux. Plus d'1 million d'Afghans sont expulsés du Pakistan sans nulle part où aller. Combien de souffrances ces gens sont-ils censés endurer? Ils font face à un hiver mortel, avec le programme alimentaire mondial ayant besoin de 400 millions de dollars et pas une fraction de cet argent ne les atteint. Merci beaucoup. Je pense qu'il serait totalement hypocrite de notre part de marquer la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes sans appeler à un cessez-le-feu à Gaza. Car quelle plus grande violence y a-t-il que le meurtre? Au cours des 47 derniers jours, au moins 3800 femmes palestiniennes ont été tuées à Gaza par l'État d'apartheid d'Israël. 800 000 ont été déplacées. Parmi elles, 50 000 sont enceintes. Avec un service de santé dévasté, elles subissent des césariennes sur le sol des hôpitaux sans anesthésie. Reconnaissez la violence de cela. La rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence contre les femmes a déclaré que depuis le 7 octobre, l'assaut contre les droits des femmes palestiniennes a atteint de nouvelles dimensions terrifiantes. Cependant, cela n'a pas commencé en octobre. Les femmes palestiniennes ont enduré des années de violences incessantes sous l'occupation israélienne. Ahed Tamimi est devenue un symbole de la résistance palestinienne en 2017, lorsqu'elle a été emprisonnée à l'âge de 16 ans. Elle est maintenant de nouveau en prison. Nous devons soutenir toutes les femmes et appeler à la libération d'Ahed Tamimi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai voté contre ce rapport. Depuis des décennies, les efforts spatiaux européens ont été civils et ce rapport tente de nous éloigner de cela. Les généraux et les lobbyistes de l'armement sont à notre porte avec leurs poches pleines de multiplicateurs de menaces et de propositions de recherche en défense, poussant à la privatisation et à la militarisation de la dernière frontière. Cela représente un grand pas vers la guerre et un bond géant pour le profit, et les députés européens se laissent entraîner. Le premier cosmonaute, Yuri Gagarin, a écrit « Préservons notre planète, ne la détruisons pas ». Il y a 2 ans, William Shatner, à 90 ans, est devenu l'astronaute le plus âgé de l'histoire. En regardant la Terre d'en haut, il a vu les ravages du changement climatique et l'a décrit comme le chagrin le plus profond qu'il ait jamais ressenti. Le temps presse. Nous n'avons pas le luxe de gaspiller à coloniser notre système solaire. Militariser l'espace ne résoudra pas les conflits mondiaux. Cela ne fera que les exacerber. Nous espérons une occupée changer de cap et embrasser la coopération breakthrough à la découverte scientifique à la surface de notre planète et au lait. Ce n'est pas un rapport sérieux. C'est téméraire et irresponsable à un degré extrême. J'ai voté contre.
Le plus grand risque pour l'infrastructure spatiale de l'UMLM est l'abondance du trafic spatial et des débris. La solution est de développer un cadre efficace au niveau de l'ONU pour la coordination de la connaissance de la situation spatiale et d'établir des normes et principes pour l'élimination des débris spatiaux. Le rapport instrumentalise des absurdités montées de toutes pièces et une exagération de la menace concernant les bons et les méchants, dans le but de militariser l'espace et de créer une course aux armements tout en coupant les voies de coopération internationale. C'est une aubaine pour l'industrie de l'armement, dont l'argent est manifestement bien dépensé à user les tapis de la Commission et du Parlement à Bruxelles, mais c'est un désastre pour l'humanité. Nous avons besoin d'une collaboration multilatérale et d'un environnement opérationnel pacifique dans l'espace pour faire face à la menace centrale pour la vie sur Terre, la crise climatique. Nous avons besoin d'un nouveau traité international pour assurer la paix, la sécurité et la prévention d'une course aux armements dans l'espace. Le rapport va à l'encontre de ce besoin essentiel. Merci, Monsieur le Président. J'ai voté pour ce rapport. La position du Parlement sur les logiciels espions devrait être claire. Pas de vente, pas d'utilisation, un point c'est tout, fin de l'histoire. Ce n'est pas l'abus qui pose problème, comme le dit la résolution, c'est l'utilisation. Il n'y a aucun moyen d'utiliser des logiciels espions qui ne soient pas abusifs. C'est une arme. Ces cibles sont des civils. Et aucun gouvernement européen ne devrait utiliser des armes contre citoyens, contre des civils. Bien sûr, il n'est pas surprenant du tout que cela ait été développé en Israël, un pays tristement célèbre pour être à la pointe des technologies de répression brutale. C'est le centre nerveux du développement mondial des technologies de violence, de soumission et de contrôle. Les armes et la technologie de surveillance sont testées sur les Palestiniens, puis commercialisées et vendues aux gouvernements occidentaux, avec des vantardises de leur efficacité à réduire les droits des gens en poussière. Il y a même un nom pour cela, le laboratoire Palestine. Tant que ce laboratoire existe, le monde est un endroit plus dangereux et violent. Et la cause de la Palestine est la cause du monde. Si quelqu'un ici se soucie des droits de l'homme, vous vous réveillerez et reconnaîtrez cela.